On peut plus dire, oh, le climat, tu comprends, c'est un sacré problème. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait s'y pencher. On peut plus dire, ah, les pauvres Rhinos, dans 10 ans, ils vont disparaître. On peut plus dire, ah, le chômage, bah oui, mais tu comprends, ça fait, moi, depuis que je suis née, que j'entends qu'il y a 6% de chômage en France. Bonjour Marion. Bonjour Benoît. C'est un vrai plaisir de t'avoir là avec nous. Alors aujourd'hui, tu diriges la fondation Sigfox. Tu peux nous expliquer très rapidement ce qu'est la fondation, ce que tu fais au sein de cette fondation, très rapidement. Ouais. Et après, on enchaîne. Allez, c'est parti. Alors la fondation Sigfox, c'est un fonds d'impact qui est dédié en fait à l'environnement et à la protection du vivant au sens large. Alors, j'ai posé le pitch. En fait, ce qu'on veut faire, c'est utiliser le réseau Sigfox, qui est un réseau bas débit, très bas débit, qui permet de connecter des capteurs sur des longues durées pour des faibles coûts, et essayer d'apporter une vraie valeur ajoutée sur des causes. La protection des rhinocéros, j'y reviendrai après, la sécurité des chercheurs en Antarctique, la détection de séismes du côté du Mexique. Bref, c'est essayer d'amener ce réseau, et c'est pas de la com, c'est vraiment des causes qui sont difficiles à traiter à l'origine, mais sur lesquelles on pense avoir une valeur ajoutée avec l'Internet des objets. Et donc les missions que j'ai citées là sont des missions qui sont menées sur le terrain. D'accord. Et toi, ton rôle au sein de cette fondation aujourd'hui? Moi, j'ai tout lancé en fait aux côtés de Ludovic et Christophe, qui sont les fondateurs de Sigfox à l'origine, donc qui a été créé, elle, il y a 5 ans seulement. En fait, ils se disaient qu'un réseau de communication qui est capable de faire parler n'importe quel objet aujourd'hui dans le monde sur des très longues distances peut probablement, même très certainement, sauver des vies. Et donc, ils n'ont pas voulu attendre d'être une boîte au CAC 40, on va dire, pour donner du sens en fait avec ce réseau et créer de l'impact. Et donc, ils se sont dit, voilà, nous, on peut adresser avec Sigfox des enjeux industriels. L'Internet des objets, c'est une 3e révolution Internet que le Sigfox est en train de mener. Mais finalement, autant ne pas attendre pour faire de ce réseau un vrai réseau impactant. Et puis, ça donne du sens à plein de gens aujourd'hui. Donc, voilà, j'ai la chance de faire ça. Tu nous racontes un petit peu d'où tu viens, où tu es né, ton enfance? Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir une enfance merveilleuse en Bretagne. Je suis née à Nantes, qui est en Bretagne, bien sûr. Pas de jugement, pas de politique ici. À débattre sur Facebook. Donc je suis née à Nantes et mon père était médecin. Il a voulu s'installer en campagne pour être médecin de campagne. Et donc on est parti avec toute ma petite famille s'installer. J'étais évidemment bébé, je m'en souviens pas les tout débuts, mais on est parti s'installer sur la presqu'île de Quiberon, en Bretagne, dans le Morbihan. Et j'ai vécu quasiment 10 ans d'enfance pieds nus. Jamais de chaussures, jamais de chaussures en décembre sur les plages de Bretagne. Oui, peut-être, et encore, j'ai des souvenirs de pieds très bleus, un peu comme aujourd'hui. Mais non, franchement, c'était extraordinaire parce que c'est une enfance dans la nature, vraiment. Voilà, on faisait les cours sur la plage avec les bonnes sœurs chez qui j'étais. C'était une enfance extraordinaire avec. J'ai aussi croisé beaucoup de gens très différents, des gens du monde des navigateurs qui étaient parmi les patients que soignait mon père pour préparer leurs courses, donc des aventuriers, j'étais au contact d'aventuriers, et puis des gens du Patelin où j'habitais tout simplement, qui étaient des gens très modestes. Et donc j'ai eu la chance de vivre ça, et c'était très très chouette. Puis après, quand j'ai grandi, on a déménagé, on est reparti à Nantes, et puis après on est arrivé à Paris quand j'étais au collège. Voilà. Et alors juste, quand on avait préparé cette émission, tu m'as beaucoup parlé de ton père et de son activité de médecin de campagne qui a été très importante, très impactante pour toi. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe, enfin comment tu vivais ça, qu'est-ce que c'est que l'activité déjà de médecin de campagne, ce que ça implique qu'est-ce qui résonnait chez toi dans cette activité? Effectivement, c'est un point important. Si on doit parler de mon parcours, c'est un point pour moi qui est un élément fondateur parce que ma maison était un lieu de vie où il n'y avait jamais seulement 5 personnes, les membres de ma famille, mais quasiment tout le village, quoi. Donc j'ai vécu, moi, toute petite, dans un monde très ouvert sur les autres, avec des gens qui étaient très gentils, des gens vraiment bienveillants, et qui adoraient mon papa, parce qu'il était très proche des gens, avec une volonté, vraiment une vocation de s'occuper des autres sans compter.
Donc c'est aussi un métier très dur, les médecins de campagne, et franchement, il y en a plus beaucoup qui acceptent ce rôle-là, parce qu'il faut se lever jour et nuit pour aller soigner des gens, pour même voilà, traire une vache, enfin, on fait un peu tout, quoi. Ouais. Mais quelque part, je dis que c'est fondateur parce que le fait d'être au contact de gens de milieux différents, avec toujours une flopée de gens à la maison, ça ouvre quand même sur le monde d'une façon, j'imagine, différente. Et puis, encore une fois, le monde des aventuriers, de la navigation, de la voile, a été aussi important parce que c'est mon premier contact avec des entrepreneurs. J'en ai croisé beaucoup, comme toi. Et c'est vrai que ces gens-là sont quand même, certes des explorateurs, mais aussi des gens qui prennent leur destin en main, qui ont une bille en tête, une idée et qui y vont. Et ça m'a beaucoup inspirée déjà toute petite. Ouais. Donc à quel âge à peu près tu arrives à Paris? J'arrive à Paris, je suis en 6e et j'ai 12 ans à peu près. Pas trop dur le choc? Si, très dur. Ouais. Il faut mettre des chaussures. Ouais. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que la ville, déjà, moi, on me disait, et je pense que ça existe encore, on me disait en Bretagne, oh, tu vas à la ville, oh là là, tu vas à la capitale. Tu montes à Paris. Attention, tu sais, les gens sont dangereux à Paris. C'est des gens dangereux. Il y a même des bandes, tu vois, qui peuvent t'agresser et tout. Donc, je suis arrivée avec beaucoup d'appréhension. Et puis c'est très grand, forcément. En plus, quand tu as 12 ans, c'est encore plus grand. Et en fait, j'ai tout de suite pris le pli de la ville parce que j'adore ces bouillons. La ville, c'est chouette quand même. Ouais. Il y a plein de trucs à faire, évidemment. Enfin, voilà, tout ce qu'on connaît de la ville. Mais quand tu la découvres à 12 ans, c'est un petit choc. Le choc est brutal? Ouais, brutal quand même, ouais, mais très plaisant quand même. La carrière que tu embrassais quand on s'est connus, tu étais journaliste. Je crois que c'est quelque chose qui est très important pour toi. Est-ce que c'était déjà marqué à ce moment-là? Est-ce que tu savais, toute petite, que tu voulais être journaliste parce que c'était ton truc? Ou est-ce que comment ça s'est... Non, en fait, bizarrement, je ne savais pas ce que je voulais faire jusqu'à très tard, en fait. Très tard, même, je crois, en première année de fac, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Mais c'est vrai que je me disais, bon... On me pose quand même la question tous les ans, alors qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Et je me disais, je lis quand même le journal tous les jours. Donc c'est forcément qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus. Et je me dis, bon, je vais quand même tenter le journalisme avec... il me faut un background de culture générale, donc je vais aller à la fac, je vais faire 2 ans de fac, et puis je tenterai le concours d'une école. Et puis, les choses se passent pas du tout comme je l'avais imaginé. Pendant ces années de fac, je fais un petit boulot, même plusieurs, pour payer mes études. Parce que j'étais partie de chez mes parents, j'étais un peu rebelle, donc il fallait que je mange quand même. Et je me retrouve chez Club Internet le week-end. Club Internet. Voilà, je me retrouve chez Club Internet, donc je viens d'avoir mon bac, je suis en première année de fac. Et grâce à une copine, je fais ce petit boulot du week-end, je décroche le téléphone, les gens appellent pour avoir un kit de connexion, essayer de se connecter à Internet. C'était vraiment les tout débuts. Et puis, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, assurément. Ouais, c'est ça, ouais, j'assume mon âge, c'est pas grave. Ah non, c'est juste que ça remonte à loin, quoi. C'est le temps des modems qui faisaient du bruit, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. On était à 33 K. Ouais, 33 K, quand le vent soufflait dans le bon sens. Ouais, c'est ça. Et il fallait même souffler un peu dessus. Et voilà. Et Club Internet, pour moi, c'est le début de ma carrière. J'aime pas trop ce terme parce que ça montre un certain déterminisme qui me ressemble pas trop. Et puis carrière, c'est un vieux mot, alors si on peut le remplacer par un mot différent, je sais pas, un parcours, un choix, ou des choix. Et puis, ouais, ça m'a pas quittée parce que c'est ça qui a fait ma culture Internet. Une famille, parce que Club Internet, c'est une très grande famille aujourd'hui, avec des gens dans le monde entier qui ont fait des boîtes extraordinaires, qui ont tenté aussi d'autres révolutions à leur niveau. C'est la PayPal Mafia à l'échelle de la France, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est un peu ça, ouais. Et c'est des gens que j'adore, qui sont toujours des grands copains pour beaucoup. Donc ma culture, ma famille, mes premiers points de repère, et puis surtout mon métier, puisque je suis après devenue journaliste en passant un concours au CFJ qui est juste derrière ici, qui est l'école de journalisme parisienne, et que j'ai fait en alternance. Et c'était totalement atypique à l'époque parce qu'ils n'acceptaient que des gens de la presse écrite qui travaillaient en presse écrite. Et j'étais la première journaliste apprentie, certes en presse écrite, mais j'apprenais mon métier en travaillant pour un portail web. Et donc j'ai réussi à les convaincre en leur disant, vous savez, les millions de vues, c'est potentiellement au moins autant que des tirages de presse papier. Donc il faut y aller. Ça a la même portée, la même valeur. Oui, tout à fait. Et j'ai connu à cette époque Richard Menveux, que je salue, que tu connais, le fondateur de French Web, que j'ai retrouvé plus tard. Voilà. Qui était du coup de l'aventure Club Internet. Club Internet, ouais, on a travaillé ensemble. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, tu sais que tu voulais être journaliste et puis Internet, c'était le canal que tu visais.
Est-ce que tu t'es intéressé à d'autres sujets? Ou est-ce que tout de suite l'entrepreneuriat, Internet, les startups, tout ça, c'est quelque chose qui s'est imposé parce que tu aimais ça ou... Alors, il y a un peu des deux, mais c'est surtout un mouvement que moi, je ne choisissais pas, en fait. C'était vraiment les débuts d'Internet. Il faut savoir, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Alors, pour ceux qui regardent, ils se diront, bon, elle va encore nous sortir son truc de dinosaure, mais c'était quand même, faut imaginer que l'email n'existe pas à l'époque. On parle quand on l'évoque, cette époque. Le téléphone... C'est très rare, à part les téléphones dans les voitures, là, les gros CB2000. Là. Ouais. Donc tout ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas ce monde qu'on connaît aujourd'hui où tout est évident. On sort un smartphone qui est un ordinateur de poche. Il n'y avait pas l'email, c'était quand même fondamental. Donc quand on correspond avec la planète entière un peu du jour au lendemain, quand on utilise ICQ à l'époque, qui permettait de chatter avec des gens du monde entier, c'est quelque chose auquel on n'est pas préparé. Et qui finalement s'impose à soi-même. C'est-à-dire qu'on embrasse tout de suite ces outils-là, et ça donne des idées, et ça donne des rencontres, et ça donne des envies. Et donc, les idées, les envies, pour te donner un exemple, chez Club Internet à cette époque-là, on m'a donné la capacité de monter la rubrique cinéma. J'ai 20 ans à l'époque. Je vais au cinéma. Déjà, c'est super d'aller au cinéma quand tu... Voilà. Donc, je suis journaliste cinéma pour Club Internet et les éditions du groupe Lagardère qui étaient à l'époque propriétaires. Je vais au cinéma et j'interviewe Patrice Lecomte, Sophie Marceau, Daniel Auteuil, voilà, et je rentre exactement comme les autres journalistes cinéma, sauf que et je les côtoie tous les jours et ils se disent c'est qui celle-là? Tu bosses pour qui? Pour Club Internet? Mais c'est quoi ce truc? Sauf que j'y ai accès, je pratique ce métier, je l'apprends en même temps que je découvre les outils qui sont ultra puissants. Les chats qu'on a pu faire avec les personnalités du cinéma, les réalisateurs, les acteurs, les actrices, on avait des retours incroyables d'audience alors qu'on n'était qu'à l'époque de la DSL, que la vidéo marchait plus ou moins bien, ça laguait vachement, mais c'était déjà très puissant. Et donc finalement, c'est pas forcément des choix, c'est juste de dire oh, cet outil me permet de faire ça. Ça me permet d'aller convaincre des attachés de presse que oui, je peux décrocher une interview de Peter Gabriel. Je me souviens d'un chat qu'on a fait avec Peter Gabriel en direct à Paris. C'était un des premiers directs sur Internet. Tout ça, c'était possible. Tout est devenu tout d'un coup possible. Et donc, j'ai tout appris en même temps, en fait. À la fois les outils, le retour d'audience qu'on avait sur ces outils-là, et puis aussi mon métier, quoi. Mon métier... qui après, effectivement, a été important. Et alors, pour te répondre sur la sphère plutôt entrepreneur, c'est venu un peu plus tard, mais c'est pas du tout décorrélé de ce que j'ai vécu chez Club Internet, par exemple, parce qu'il y avait déjà beaucoup d'entrepreneurs au sein de cette boîte, qui ont d'ailleurs, après, eux-mêmes lancé leur boîte. Il y avait une culture entrepreneuriale de dingue. On ne demandait pas l'avis, il n'y avait pas de process. C'était quand même assez structuré, parce que c'était quand même à l'époque un des premiers fournisseurs d'accès à Internet. C'était pas une colonie de vacances, voilà. Mais c'était... Mais la moyenne d'âge était de 26 ans. Fabrice Sergent avait déjà lui-même uniquement que 28 ans à l'époque. Et donc, il disait, allez-y, allez-y, vous avez des idées, vous avez envie, lâchez-vous. Donc, il s'est créé un nombre de choses incroyables chez Club Internet, des magazines en ligne ou papier, des sites internet, des podcasts, c'était l'époque des premiers podcasts, des médias internes aux médias. Donc tout le monde créait. Et donc je me suis dit, alors là il se passe quelque chose, parce qu'en plus des outils qui sont un petit peu ce qu'on peut coller à Internet, hein, c'est quand même que de l'outil, il y a quand même un état d'esprit qui est en train de changer. Et je voyais déjà des très jeunes comme moi qui étaient partants pour faire des choses. Une dynamique incroyable. Et c'est là que c'est né, en fait, cette curiosité pour les gens qui ont envie de créer à partir de rien. Et alors, comment se fait le lien entre Club Internet et French Web, du coup? Alors, entre-temps, moi, je suis sortie de Club Internet bien avant le rachat, parce que c'est quand même un des plus gros exits jamais vus dans l'histoire de l'Internet français, à Deutsche Telekom, à l'époque. Donc, Lagardère a revendu. Moi, j'en suis sortie un peu avant. Et après, j'ai pris ma casquette de journaliste pigiste, donc j'ai pigé pour plusieurs médias. C'était chouette, cette phase aussi indépendante. Entre-temps, j'ai eu 2 enfants, donc j'ai voulu m'en occuper aussi, parce que c'est important. Et puis Richard m'a... C'est important. Ah si, c'est important, les enfants. Oui, non, d'accord. T'en as ou pas, toi? 2. Ah, donc tu devrais dire si, c'est important. Et puis Richard m'appelle un matin, je me souviens, j'étais en train d'acheter des couches Pampers pour mon fils, et il me dit qu'est-ce que tu fais en ce moment? Et je dis, je travaille pour le site capital.fr, j'anime une émission Business Innovation. Il me dit, écoute, est-ce que tu veux qu'on rebosse ensemble? Je dis, bah, bien sûr, qu'est-ce que tu veux faire? Il me dit, voilà, French Web, c'est plus un blog,
Maintenant, ça devient un vrai média. Il se passe plein de choses en France. Il y a énormément de startups qui se créent tous les jours partout en France. Et il n'y a pas assez de micros tendus vers ces gens-là. Donc il faut qu'on le fasse et j'ai envie de le faire avec toi. Et donc je les rejoins. Et on a passé plusieurs années ensemble extraordinaires parce qu'on a développé ce média. Enfin, moi, j'ai essayé de contribuer un maximum au développement de ce média qui est toujours un des seuls médias indépendants en France. Donc soutien à French Web total parce que c'est pas facile dans la presse aujourd'hui. Tu arrives dans la fondation Sigfox. Donc là, tu l'as expliqué, hein, Ludovic et son associé t'attrapent par l'épaule en te disant « Viens, on a des choses utiles à faire avec notre techno et on n'a pas le temps de le faire, on voudrait que tu le fasses. » Donc tu as expliqué en quoi consistait la fondation. Plus ou moins. Oui, non, mais et justement, pour rentrer dans le très concret, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'actions? Tu en as cité quelques-unes, mais ouais. Quand on a préparé cet entretien, tu m'as parlé d'opérations avec des rhinocéros en Afrique, par exemple. Est-ce que tu peux, par exemple, nous parler de cette opération? Oui, alors, donc, juste pour revenir sur le point de départ, c'est que tout part d'une feuille blanche à l'origine. Il ne faut pas croire qu'on m'a donné un gros budget chez Sigfox pour m'amuser sur des missions. 300 millions, t'as été... Pas du tout. Oui, mais pour connecter le globe. Ouais. Donc, c'est pas beaucoup. Non, on m'a pas du tout présenté les choses comme ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai dit oui, parce que c'était pas facile. En fait, ce que Ludovic m'a dit à l'époque, il me dit, écoute... Donc, je veux monter une fondation, il faut faire de l'impact, on a un outil assez puissant, il faut s'en servir, il faut agir maintenant. Ok, comment on fait? Il me dit, écoute, on va se débrouiller. Bon, ça, c'est très... Quand on connaît Ludovic, ça lui ressemble bien. Je ne sais pas trop comment, mais je suis sûre que tu vas y arriver. Propose-moi quelque chose qui te parle, qui fait sens. Mais pour moi, l'idée, c'est de commencer à bootstrapper en fait, des projets, de lever des fonds pour qu'ils scale, parce que la vision, il m'a dit, j'ai une seule condition, c'est qu'on voit les choses en grand. On ne fait pas un rhinocéros qu'on protège, et je vais revenir après, c'est tous les rhinocéros. Parce que cette techno-là, elle est globale, en fait. Donc ça vaut le coup de le faire. Je dis OK. Et en fait, on a commencé un premier projet en Antarctique, où on a sécurisé 45 chercheurs avec des trackers GPS dans leur veste. Les chercheurs n'ont quasiment pas de moyens de communication quand ils opèrent en Antarctique des recherches. Et en fait, avec ça, on avait en fait la possibilité de capter des messages très simples GPS à distance et de pouvoir les suivre, donc savoir ce qui se passe sur le terrain. Et la deuxième mission, c'est la protection des rhinocéros, parce que Christophe, l'associé de Ludovic, avait il y a très longtemps eu un contact avec une réserve africaine. Et le projet n'avait pas pu se faire parce qu'il fallait lancer Sigfox, c'était plus le moment. Et un peu frustré, il me dit quand même, on peut faire un truc sur les rhinos. J'en suis sûre, il faut y aller. Un capteur, potentiellement, peut sauver des vies, y compris la vie de ceux qui les protègent ou du côté des rangers. Donc c'est ce qu'on a fait. J'ai pris contact avec Save the Rhino à Londres, tout très simplement. Hein. C'est un mail. Dans la demi-heure, j'ai eu une réponse. OK, j'ai compris ce que vous faites. Ils m'ont orienté sur une réserve d'Afrique du Sud. Et là, j'ai commencé à travailler le projet de A à Z. Donc, on a commencé à envoyer quelques antennes, des panneaux solaires, une parabole satellite. On a connecté une réserve de 5000 km² alors qu'il n'y a aucun réseau de communication là-bas, pas de GSM, rien. Et on a prototypé nous-mêmes des petits capteurs qui sont capables de durer 3 ans en vie de batterie et qui coûtent à peu près $20. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut imaginer à l'échelle. Et ça a marché. Ça a marché. Donc les vétérinaires ont passé un peu de temps à endormir les rhinocéros et une équipe de Sigfox est partie assister aux opérations de terrain, qui était assez géniale comme expérience parce que voir des rhinos sauvages dans une réserve totalement sauvage et se dire notre techno fait du bien, je peux te dire qu'on ne revient pas tout à fait indemne de ça. Et donc les capteurs ont commencé à émettre tout simplement 3 GPS par jour depuis la corne du rhinocéros. Et c'est aujourd'hui plus de 9000 messages qu'on reçoit depuis l'Afrique. Donc c'est carrément un message qui vient de la corne du rhinocéros en pleine Afrique et qui arrive chez nous ici en France, sur nos serveurs. Et le but du jeu, c'est que si un braconnier coupe une corne, vous êtes capable de le suivre, mais j'imagine que l'objectif c'est de dissuader plus que de pouvoir suivre le braconnier. Mais... la question qu'on se pose toujours et qu'il faut se poser sur chaque techno, et quel que soit le sujet d'ailleurs, qu'on parle business ou impact, pour moi c'est la même chose, c'est qu'est-ce qu'on amène pour soit régler un problème, soit résoudre une problématique, une pain, comme on dit en anglais. Qu'est-ce que j'amène, quoi? Qu'est-ce que j'apporte, soit de plus, soit de nouveau?
Nous, ce qu'on apporte de plus, c'est un réseau qui permet de connecter ce qu'on veut, n'importe où dans le monde. Et de deux, c'est effectivement d'adresser la lutte anti-braconnage, parce qu'on est capable aujourd'hui d'envoyer des alertes aux rangers et leur dire « le rhinocéros bouge de telle façon ». On a étudié son comportement dans le capteur, qui a une intelligence intégrée, et cette intelligence-là, on la transforme en alerte, qui permet aux rangers d'avoir l'information au bon moment, de façon sécurisée. Et la deuxième étape de ce projet, et là c'est assez majeur parce que maintenant c'est pas une réserve mais c'est une dizaine de parcs en Afrique qui veulent tester notre solution, qui est très R&D. Moi, le fonds de la fondation Sigfox, c'est de la R&D. C'est tout simplement de monitorer les parcs et de fabriquer vraiment un système de surveillance avec Sigfox. Et les opérations sont en cours et si on arrive à des résultats, je pense que ça va faire du bruit. Et tant mieux. Bien sûr. Et donc là, pour toi, le challenge numéro 1 n'est pas d'identifier les missions, mais de réussir à financer ces opérations-là, parce qu'il y a quand même un coût. Ouais. Et comme c'est pas Sigfox qui le supporte, et j'imagine bien que c'est pas la réserve sud-africaine qui a mobilisé des ressources qu'elle n'a pas. Donc toi, aujourd'hui, tu prends ton bâton de pèlerin et tu vas chercher des fonds, un peu comme une start-up, comme les start-up que tu as interviewées il y a quelques années. Post-levée de fonds, tu vas chercher de l'argent auprès de corporate. Voilà, moi ma logique a été simple et je connaissais rien à tout ça. Moi, je suis pas une pro du fundraising, je suis pas une pro de la wildlife. Les rhinocéros, j'y connaissais rien du tout. J'ai tout appris. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que on ne peut pas on peut pas tout faire sur des slides, surtout quand on parle sur un plan très émotionnel pour lever des fonds et en leur disant croyez en nous, on peut faire de l'impact. Il faut démontrer. Donc ce que j'ai commencé à faire, c'est 400 jours de tests et leur dire regardez ce qu'on fait avec juste des prototypes. Si on met ça dans les mains d'experts en ce qui concerne par ailleurs le capteur. Donc là, j'ai trouvé un Français à Shenzhen qui développe le nouveau capteur. Alors là, évidemment, on est à 100% de réussite sur ce projet-là. Et surtout, c'est de convaincre effectivement des entreprises, des entrepreneurs, d'autres fonds d'investissement, de leur dire « et si on sauvait tous les rhinocéros de la planète ?» Je veux dire, aujourd'hui, c'est pas du tout dingue de le penser. Ce qu'on a fait, nous, à petite échelle, ne demande juste qu'à être déployé au sens le plus large possible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un partenariat très fort avec WWF Monde, on a un partenariat très fort avec d'autres acteurs de la conservation, de la protection animale, et on va mettre les choses à l'échelle. Par contre, il faut que j'embarque un peu les bonnes volontés, ceux qui ont envie de dire je mets quelques euros, quelques dollars dans ce projet parce que je contribue à quelque chose qui fait avancer les choses. Dans 10 ans, il n'y a plus de rhinocéros, nos enfants ne connaîtront pas les rhinocéros. Donc si on peut ralentir ça dès maintenant, et a fortiori avec les technos, mais pourquoi attendre? Il faut le faire. Ouais, je comprends. Et donc en fait, si on reprend toute ton histoire, aujourd'hui tu fais un peu... Est-ce que tu penses qu'on peut dire que tu as un peu cette même mission qui animait ton père, médecin de campagne, qui intervenait à gauche, à droite finalement pour aider un peu tout le monde autour de lui, rendre des services bien au-delà de son job. Là, tu as un peu la même mission via la fondation, parce que Sigfox n'a pas vocation à faire ça initialement, mais toi, tu es amené à l'amener sur des terrains pour aider les gens, pour aider les animaux, pour aider... Alors, on n'a pas eu le temps de faire brosser toutes les opérations que vous avez en cours, mais tu parlais d'analyse d'activité sismique, plein de choses comme ça. Au Mexique, ouais. On va aider les Mexicains à mieux en tout cas être alertés plus tôt en cas de séisme. C'est gentil de faire un parallèle avec mon papa, parce qu'effectivement, je l'ai perdu très jeune et c'est vrai que ça a été une grande blessure. Mais oui, bien sûr, j'aimerais faire cet hommage. Après, c'est difficile de me mettre à la hauteur de mon premier héros. Non, bien sûr, c'est normal. Tu peux pas... Mais non, moi, ce que je me dis, c'est que ça fait 20 ans que je suis dans les nouvelles technologies. On est plusieurs, d'ailleurs, à avoir fait ce parcours. On a eu de la chance de connaître ça, déjà. Maintenant, ce que je veux, c'est que les nouvelles technologies fassent du sens, de l'impact, et servent à quelque chose. Je ne dis pas qu'elles servaient à rien avant, loin de là. Mais on peut aller plus loin et on sous-estime la puissance que ça peut avoir sur des problématiques qui ne sont pas résolues encore par l'homme. Je ne parle pas que de l'Internet des objets et de Sigfox. Moi, demain, ce dont je rêve, c'est de créer une fondation Sigfox qui soit élargie à la tech française. C'est ça mon objectif futur de demain.
c'est d'agréger, d'ailleurs c'est déjà le cas, on travaille avec l'école 42, on travaille avec d'autres partenaires français qui sont un peu partout dans le monde. Sur le projet des rhinos, on est plusieurs. J'aimerais aller plus loin, j'aimerais pousser un cran plus loin et dire, et si on pouvait faire une sorte de French Tech en fait, qui soit juste la somme en fait de petits colibris. Je ne sais pas si vous connaissez les colibris de Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, c'est un grand penseur, agriculteur, qui a monté les colibris, qui a fait le film Demain de Mélanie Laurent et Cyril Dion. Et il reprend cette très belle analogie du colibri qui, tout seul, va chercher de l'eau à la rivière et éteint un feu de forêt entier. Parce il convainc tous ses copains colibris d'aller chercher de l'eau et éteindre ce feu de forêt. Et ben, j'aimerais demain que la tech française soit ça. Des colibris qui, en fait, adressent des enjeux dont on ne peut plus attendre de dire c'est déplorable. On ne peut plus dire « Oh, le climat, tu comprends, c'est un sacré problème. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait s'y pencher. » On ne peut plus dire « Ah, les pauvres rhinos, dans 10 ans, ils vont disparaître. » On ne peut plus dire « Ah, le chômage, bah oui, mais tu comprends, ça fait moi depuis que je suis née que j'entends qu'il y a 6% de chômage en France. » Attendons, on a des solutions aujourd'hui. Si on s'y met à plusieurs, on peut potentiellement résoudre ces problèmes. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Et moi, ce que je veux, c'est vraiment pousser ce mouvement. Et on verra ce que ça donne par la suite. Pour l'instant, j'ai besoin de comprendre encore ce que je fais jusqu'au bout et de vraiment prouver que ça a du sens de travailler à plusieurs et qu'on a de l'impact au réel. Et là, ce jour-là, le jour où je considérais que tous les KPI sont là et qu'on a fait les belles choses ensemble, alors là, je pense que je pousserai plus loin le bouchon et peut-être que je monterai ce fonds d'impact qui sera plus un fonds d'impact français. Parce qu'en France, on a quand même des gens brillants, très talentueux, qui ont sans doute cet ADN que n'ont pas les Américains ou les Chinois, qui font des choses très bien. Moi, je pense qu'on a une dimension éthique, sincère, altruiste. Si on l'amène dans la techno, ça peut donner des trucs extrêmement intéressants et géniaux. Donc voilà, on verra. Très bien. Merci beaucoup. Ouais, merci aux Doers, hein. C'est gentil de m'avoir fait parler longtemps. Avec grand plaisir. Je te renvoie le boomerang. Avec merci grand à toi, plaisir. Benoît. C'est super ce que tu fais. Merci.